Comment de nouveau avoir confiance en soi? J'imagine que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es demandé si oui ou non tu avais confiance en toi. Et ça tombe plutôt bien parce que c'est précisément le sujet d'aujourd'hui. Alors bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Julien et aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Je vais me servir de mon expérience, du fait que que j'ai cruellement manqué de confiance en moi durant mon adolescence et même encore aujourd'hui dans mes années de jeune adulte. Je vais me servir de cette expérience pour t'apporter des conseils, peut-être des réponses. Et l'objectif, c'est à la fin de la vidéo, d'essayer de te redonner confiance en toi pour que tu puisses de nouveau affronter les choses de la vie. Alors que l'on se mette d'accord tout de suite, je ne suis pas psychologue, loin de là. Je suis seulement quelqu'un qui, dans sa vie, a manqué de confiance en soi et c'est pour cela que je vais essayer de t'aider. Donc, bien entendu, mes conseils sont ce qu'ils sont, mais le principal, c'est d'essayer de t'apporter des réponses. Et je commencerai par une donnée. Elle a été publiée le 26 février 2019 par le Statista Research Department. Mon anglais est... Et cette donnée, elle est assez édifiante. En 2018, les jeunes de 18-30 ans manquaient cruellement de confiance en eux à 50%. Alors, les chiffres précis, c'est 8% avaient extrêmement confiance en eux, 42% avaient confiance en eux, et par contre, 40% manquaient de confiance en eux et 10% manquaient cruellement de confiance en eux. Alors, certes, cette donnée vaut ce qu'elle vaut, mais elle fait réfléchir, je trouve, sur la situation actuelle en France, car de plus en plus de personnes, de jeunes, de moins jeunes, etc., manquent de confiance en eux. Et dans cette vidéo, je vais essayer d'en établir les causes. Mais pour moi, il y a trois causes essentielles de ce manque de confiance en soi. Il y en a trois et je vais attaquer avec le premier, mais non des moindres, les réseaux sociaux. Alors, au départ, les réseaux sociaux, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. C'est fun, c'est coloré, ça permet de discuter avec des gens, de partager ce que l'on fait. C'est incroyable au premier abord. Mais au fur et à mesure que l'on utilise ces réseaux, au fur et à mesure que ces réseaux se développent, on se rend vite compte que les réseaux sociaux sont l'un des principaux facteurs de la perte d'estime de soi et surtout chez les jeunes. Le problème principal des réseaux sociaux, alors c'est bien, on peut discuter avec des gens, on peut suivre la vie de personnalités, de personnes qu'on admire, qui nous inspirent, mais ça peut très vite devenir un facteur de perte de confiance en soi parce que l'on va tout de suite se comparer. Alors il y a deux types de comparaisons sur les réseaux sociaux. Il y a d'abord la première comparaison, qui va faire naître un sentiment de supériorité. C'est-à-dire que l'on va comparer notre situation avec la situation de quelqu'un qui est moins bonne que la nôtre. Et il y a le deuxième comparatif, donc, qui est de se comparer à quelqu'un qui a une vie bien meilleure, qui fait des choses incroyables, qui voyage, qui sait un tas de choses. Alors je vais prendre un exemple tout particulier. Imaginons que vous soyez fan d'une influenceuse ou d'un influenceur, on s'en fiche du nom, et que aujourd'hui vous vous rendez sur son compte Instagram et vous voyez que cette personne voyage. On va dire que cette personne voyage, voilà, elle est en Grèce. Le temps, la plage, le paysage, et vous vous dites « Ah ouais, quand même, mais ma vie est vraiment nulle, parce que moi, je suis dans mon village, je suis dans ma ville, il pleut, il fait pas beau. » Le fait de reproduire ce schéma, eh bien, le fait de se comparer
à ce type de personne va faire naître ce sentiment d'infériorité. Et ce sentiment d'infériorité va faire que votre confiance en vous va drastiquement baisser. Et c'est ce qui va vous amener à ne plus croire en vous-même. Vous allez vous dévaloriser, vous allez dévaloriser votre vie, le lieu dans lequel vous vivez. Et ça, franchement, c'est quelque chose que je vous conseille de ne pas faire. Justement, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous souhaitez vous comparer avec une personne qui vous inspire, avec un acteur, une célébrité, un influenceur, peu importe, eh bien justement, servez-vous de son contenu, servez-vous de ce qu'il publie comme élément galvanisateur pour vous-même. Imaginons que votre influenceur préféré sache parfaitement jouer d'un instrument de musique, imaginons de la guitare, plutôt que de vous dire « Ah ouais, mais non, c'est nul parce que moi je ne sais pas jouer de la guitare, mais lui sait jouer de la guitare. » Plutôt que de vous dire cela, justement, dites-vous « Ah, mais si lui, il sait jouer de la guitare, c'est qu'à un moment donné, il a appris. Il ne s'est pas levé un matin et puis il a joué un peu de gratte, voilà, les accords, il a tout fait parfaitement. Et bim, c'est devenu un musicien à succès. » Non, il y a forcément eu une phase d'apprentissage. Et bien justement, servez-vous de la vie de vos personnalités favorites comme facteur, comme élément déclencheur qui vous permettra à vous de vous surpasser. Justement, à mon sens, ce type de comparaison est plutôt bonne parce que vous allez vous fixer un objectif et vous allez voir à long terme, enfin à court terme ou à long terme, si oui ou non, vous avez dépassé vos limites et si, on va reprendre l'exemple de la guitare, si vous êtes capable d'ici 2-3 mois de jouer de la guitare, peut-être pas parfaitement, mais si vous savez bien jouer de la guitare, alors dans ce cas, vous pourrez vous dire « Ah, j'ai réussi, donc finalement, ce n'est pas accessible qu'à ces personnes-là. » Et oui, il faut se comparer, certes, il faut trouver un modèle, voilà, c'est plus dans cette logique de modèle, mais il faut trouver son modèle qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous surpasser. Alors, on a vu le premier facteur qui, à mon sens, est un élément qui va vous faire perdre confiance en vous. Mais désormais, voyons le deuxième facteur qui est de trop se préoccuper de l'avis des autres. Très franchement, combien de fois on a entendu un ami, une amie vous dire « Ah, ce vêtement, il ne te met pas bien en valeur, ce vêtement, moi je trouve que ça ne te va pas. » Bon, ça c'est gentil qu'on se le dise de suite. Mais il arrive parfois que certaines personnes soient méchantes volontairement avec vous, tout simplement pour vous dévaloriser. Alors généralement, ces personnes-là, vous ne les appréciez pas trop, mais des fois, vous êtes obligé de les fréquenter parce que ce sont des personnes qui sont avec vous à l'école, parce que ce sont des collègues de travail, et vous êtes obligé de supporter, on va dire, la méchanceté gratuite de ces personnes. Alors certes, des fois, ces personnes pensent ne pas mal agir, mais le souci de ce type de remarques, qui sont pas du tout constructives, qui n'amènent à rien, c'est qu'elles peuvent vous amener à vous isoler. Vous perdez confiance en vous, donc du coup vous vous isolez. Et socialement, c'est pas terrible parce que au fur et à mesure, vous décidez de ne plus rencontrer de nouvelles personnes. Vous voulez plus vous sociabiliser. Et ça, très franchement, quand on est jeune ou même quand on est moins jeune, c'est extrêmement compliqué parce que avoir une vie sociale aujourd'hui, c'est extrêmement important pour son bien-être, mais surtout pour son développement personnel. Et si je le dis, c'est parce que moi-même, récemment, je l'ai vécu il y a quelques années, quand je suis rentré à l'université, c'était à une période où j'essuyais encore certaines moqueries, et le fait d'avoir été tourné en ridicule à certains moments, eh ben, ça a fait naître en moi un sentiment d'isolement. Je ne voulais plus voir personne, je ne sortais que pour aller à la fac, et je rentrais dans mon appartement, je m'isolais, je jouais uniquement à la console avec mes potes de lycée, ceux que je connaissais d'avant la fac,
et je ne voulais plus voir personne. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je regrette parce que j'ai l'impression d'avoir perdu au moins 2-3 ans de ma vie comme ça. Alors, n'entends pas là que tu dois absolument te débarrasser de tous tes amis, faire un énorme tri, etc. Parce que s'il y a bien une chose qui est vraie, c'est le dicton qui dit les amis, on les choisit. Alors, entoure-toi forcément des personnes positives. Bien sûr, des personnes qui peuvent être amenées à émettre une critique à votre égard, mais encore une fois, il y a la bonne et la mauvaise. Si cette personne vous dit « Ah non, ton jean, ce style-là de jean ne te va pas. En revanche, le jean que tu portais la dernière fois te va beaucoup mieux. » Ça, c'est une bonne critique, même si elle est négative, elle est constructive pour vous. En revanche, si la personne vous dit « Ah non, mais de toute façon, tu sais pas t'habiller, ça ne va jamais, etc. » Ça, c'est de la mauvaise critique. Alors certes, sur le moment, ce n'est peut-être pas méchant, ça peut paraître anodin, mais sur le long terme, ça va amener un sentiment d'infériorité, un peu comme les réseaux sociaux dans l'exemple d'avant, mais vous allez vous isoler et socialement, ce ne sera pas terrible. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre du recul sur ce qu'on vous dit, de ne pas toujours vous fier aux avis des gens, surtout quand ils ne sont pas constructifs, quand ils ne sont pas fondés. Peu importe votre style vestimentaire, peu importe la manière dont vous vous habillez, la musique que vous écoutiez, du moment que cela correspond à votre personnalité et à votre style, alors c'est le principal. Honnêtement, les avis des gens, on s'en fiche un peu. Voilà, si tu as envie d'écouter du Joy Division, si tu as envie d'écouter du Mozart l'Opéra Rock, t'écoutes du Mozart l'Opéra Rock. Et même si tu veux écouter des chansons Disney, alors écoute des chansons Disney. Franchement, on s'en fout. Tu ne te porteras que mieux en agissant ainsi. Donc voilà, la critique, ok, quand elle est constructive, quand elle est bonne, mais quand elle n'est pas fondée, quand elle est uniquement vicieuse, méchante, alors n'écoute pas, prends du recul, dis stop et concentre-toi sur toi-même. Alors le troisième sujet est un sujet un peu plus sensible, mais étant quelqu'un qui a été victime de harcèlement à l'école, ça me tenait grandement à cœur d'en parler. En octobre 2020, un rapport parlementaire a été publié et ce rapport disait que 5 à 6% des jeunes, des enfants, étaient victimes de harcèlement à l'école. Donc ça comprend les niveaux primaire, collège, etc. Donc ce qui correspond à environ 700 000 jeunes qui sont victimes, qui étaient victimes en 2020 de harcèlement à l'école. Et malheureusement, ce chiffre n'est pas prêt de décroître dans les prochaines années. Alors certes, le harcèlement à l'école, quand tu es enfant, sur l'instant peut te paraître anodin, tu te dis bah c'est que des enfants, ils savent pas trop ce qu'ils disent, mais très généralement, ce que disent les enfants à cet âge-là, c'est ce qu'ils entendent, que ce soit chez eux, dans la rue avec des proches. Généralement, les enfants ne sont que le reflet, au final, des adultes qui les entourent. Donc forcément, là, l'éducation doit traiter le problème à la base, c'est-à-dire directement avec les parents dans le cadre de harcèlement scolaire. C'est des choses qui sont faites, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. La plupart maintenant, la quasi-totalité des écoles sont relativement bienveillantes par rapport à cette question-là. Mais c'est vrai que fut un temps, le harcèlement, pour ma part, je trouvais que le harcèlement à l'école, parfois, était un peu trop présent dans la cour de récré. Surtout quand tu arrives dans une école, que tu es les plus petits, que tu fais partie des plus petits, généralement, c'est les grands qui vont venir, ils vont te taper, etc. Ils vont... quand tu es d'un point de vue extérieur, ça peut paraître enfantin, ça peut paraître anodin, mais c'est ce genre de choses qui, plus tard, vous traumatisent, et ce, peu importe l'âge au final. Si à 8 ans vous êtes harcelé à l'école, alors cela se ressentira à 16 ans et peut-être même
à 20 ans, ce sont des répercussions sur le long terme et c'est quelque chose qui plus tard peut vous amener à cruellement manquer de confiance en vous. Et je dis ça parce que j'en ai été témoin. Combien de fois, quand j'étais petit, on s'est moqué de moi parce que j'avais des lunettes, parce que j'étais plutôt un enfant grassouillet, parce que j'avais le visage rond, parce que peut-être je m'habillais mal, parce que euh, je n'étais pas un garçon populaire. Combien d'enfants sont victimes de ce genre de moquerie qui, à 8 ans ou 9 ans, peuvent paraître anodins, mais qui, lorsque l'on prend du recul, peuvent être relativement graves en fonction de l'évolution de l'enfant à l'adolescence et après à l'âge adulte. Voilà, donc j'étais en train de chercher donc, du coup des chiffres. Donc il y a les chiffres que je vous avais donnés, donc les 5 à 6%. Mais là, donc, je suis sur un article et en 2021, donc une étude de l'IFOP donc, explique que 54% des cas de harcèlement scolaire ont lieu au collège, ce qui est quand même assez édifiant, et 23% ont lieu à l'école primaire et 13% ont lieu donc, dans les lycées. Donc au final, on se rend compte que le harcèlement est à son pic, on va dire, dans le milieu scolaire, donc au collège, donc c'est-à-dire l'âge où les enfants sont en pleine crise d'adolescence, où ils sont complètement perdus et où on va dire qu'ils essayent de se fonder une réputation. Généralement dans les collèges, c'est tout le temps ça. Certains essayent de jouer les fortes têtes pour impressionner les autres autour. On se rend compte qu'au final, le pourcentage diminue au lycée, où généralement les élèves sont un peu plus posés, généralement des groupes se structurent. Et quand même 13%, c'est quand même incroyable de se dire qu'au lycée encore, des gens se font harceler. Et le harcèlement au lycée, forcément, amène à une perte de confiance beaucoup plus durable dans le temps, quand on a 16-17 ans, que le harcèlement à 8 ans, qui va peut-être nous faire perdre confiance quand on aura 12 ou 13 ans, mais qui après va finir par s'estomper. Bon, je m'étends dans le sujet, je m'étends dans les chiffres, hein, je pense que c'était assez important d'en parler. Moi, ce que je conseille, c'est forcément lorsque l'on est victime de harcèlement scolaire ou témoin d'un harcèlement à l'école, il faut de suite en parler, il faut en parler à l'équipe pédagogique, il faut en parler à des adultes qui seront traités la question, surtout quand c'est des enfants en bas âge. Et il faut vous-même, si vous êtes témoin de harcèlement, en parler à vos proches, à vos amis, à votre famille, pareil toujours pourquoi pas à des professionnels. Aujourd'hui, on peut s'adresser à des psychologues, des pédopsychiatres, etc. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'en parler le plus tôt possible et de garder confiance en vous, de vous entourer des bonnes personnes et surtout de passer outre la critique. Et malheureusement, ce harcèlement qui est présent à l'école l'est également au travail, l'est également sur les réseaux sociaux. Donc, tout concorde dans cette vidéo. Donc, je vais pouvoir maintenant passer à la conclusion. S'il y a un conseil majeur que je peux te donner, que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est de prendre du recul sur ce que l'on te dit, de te mettre en retrait vis-à-vis de la critique et surtout, lorsque tu n'es pas bien, lorsque tu as une baisse de morale, lorsque tu perds confiance en toi, d'en parler le plus vite possible pour éviter de tomber dans un cercle vicieux qui va t'entraîner peut-être dans la dépression, etc. Donc avant d'atteindre ce stade, n'hésite surtout pas à en parler, c'est le conseil de cette vidéo. Mais pour finir sur une note positive, donc je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Fais-toi confiance » de Isabelle Feliozza, donc qui est un
livre de conseils psychologiques, donc qui est un livre qui va vous donner, on va dire, les clés pour reprendre confiance en vous, donc que ce soit dans le relationnel, dans votre vie personnelle, professionnelle. Donc, qui est Isabelle Filioza? Donc, c'est une psychologue qui a écrit plusieurs ouvrages, dont certains sont devenus des best-sellers. Donc voilà, elle est psychologue et spécialiste de la question. Donc voilà, c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque et que je vous conseille de consulter si jamais vous avez envie d'avoir plus d'éléments sur la confiance, sur le fait de reprendre confiance en soi et de sortir du cercle vicieux que j'ai mentionné juste avant. Voilà, j'espère que j'ai réussi, que j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé en début de vidéo. C'était de t'apporter des réponses, de t'aider et de te redonner confiance en toi. Si jamais tu as des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo pour le référencement. N'oublie pas, Instagram, TikTok, bref, abonne-toi. Je te souhaite une très bonne journée. Je te souhaite une très bonne continuité dans tes études, que tu sois à l'école ou à l'université ou que tu travailles. Et si je me trouvais une petite phrase à moi pour, vous savez, pour dire « Ah, c'est Julien ». Donc, n'oublie pas, aie confiance en toi et tu pourras accomplir de grandes choses. C'était Julien. Ciao. Aujourd'hui, je vais chanter.